bonjour à tous les amis, très heureux d'être devant vous, ici au Québec, on y est, ça y est, un vrai bonheur à travers les océans, on a réussi. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Ben voilà, impeccable. Froidement, hein. Moi on m'a dit, oui le Québec, tu verras, il fait froid là-bas. Apparemment on commence avec une fake news, hein, je vous crois pas. D'hiver, de -20, je sais pas quoi, aucune confiance là-dedans. Les amis, pour commencer, je vous demanderai de faire vraiment un maximum de bruit pour toute l'équipe de Réinfo Québec qui organise tout ça et qui nous régale et nous reçoit aujourd'hui. Parce que c'est vraiment un plaisir d'organiser tout ça et puis de pouvoir avoir l'occasion d'échanger et d'être devant vous aujourd'hui pour vous parler de cette question du rire. Alors, je vois, vous avez de jolis sourires, vous êtes tous en pleine forme. Je vais immédiatement casser l'ambiance. Aujourd'hui, on va parler Covid-19, Ukraine, Palestine, politique française, enfin vraiment... L'horreur. Voilà. À main levée, qui a envie de rire sur ces sujets? À main levée. Voilà. Oh là, l'assemblée de complotistes. Bon bah déjà, voilà. On les a localisés, c'est l'avantage, on sait où ils sont. Alors, pour les autres, les gens normaux, décents, hein, avec ces sujets-là, on pourrait se dire, bon, ces sujets-là sont pas marrants. C'est pas drôle, on n'a pas envie de rire de ça. Si je finis la conférence là-dessus, c'est un peu léger, on va pas se mentir. Rapporté au prix du billet, vous pouvez vous sentir volé, ça c'est vrai. Alors, on va essayer de creuser un petit peu. On va essayer de creuser un petit peu parce que l'heure est au découragement. On le sait tous, on l'a vu, hein, l'heure est à la frustration face à tout ce qui se passe. Ça a commencé avec le Covid, ces bêtises, et encore, il y en avait d'autres avant. Mais tous les événements qu'on a aujourd'hui autour de nous, on a envie de baisser les bras. Franchement, on a envie de rester recroquevillé sous la couette, hein, comme le lundi matin, là, à écouter du Cœur de Pirate toute la journée. J'ai des références locales, vous allez voir. Il y a du boulot, il y a du boulot. Et donc, on a envie de baisser les bras, et moi, je pense, depuis plusieurs années maintenant, et j'en suis convaincu, que, au contraire, le rire est l'arme numéro 1 pour affronter tout ça. Là, comme ça, je vais essayer de vous le démontrer, vous inquiétez pas, je vois beaucoup de mines déconfites quand je dis ça, j'arrive. C'est le pari que j'ai essayé de faire avec Juste Milieu. Donc certains ici connaissent pas ma chaîne YouTube, vous pouvez rester évidemment. Le prix du billet est augmenté de 50%, pas de problème. Donc le travail que je fais depuis novembre 2021 maintenant sur YouTube, mon idée, comme Josiane l'a dit, c'est de parler d'actualité avec le pas de côté de l'humour. Je pars du principe qu'on peut parler de tous les sujets, en faisant ce pas de côté, en essayant de regarder les choses autrement, et surtout en acceptant d'en rire. Typiquement, si on parle de politique française... Ça part mal. Déjà, j'ai rien dit, les gens rigolent. C'est pas bon signe. Hein. Il faut reconnaître que la différence entre la politique française et l'humour, c'est la même qu'entre Harvey Weinstein et Gilbert Rozon. Hein. Qui a mis ses doigts où? Voilà, après, c'est pas le sujet de la conférence, mais c'est vrai que j'essaie d'avoir cette idée dans tous les sujets que je traite, c'est de le regarder autrement, de mettre en avant l'humour et de rassembler les gens avec ça. De dire, on va rire de nos convictions, de nos idées, de nos partis politiques préférés, mais surtout on va en rire ensemble. Si on accepte de rire du parti politique des autres, il faut accepter de rire du nôtre, celui qu'on préfère, et de nos idées, c'est la même chose. Donc j'essaie de faire ça, c'est un peu le pari original de Juste Milieu, c'est l'humour comme trait d'union. Et je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui que, typiquement, on ne rigole pas avec l'humour. C'est sérieux le rire, c'est très sérieux. Ce que je vais essayer de décortiquer avec vous, pour commencer déjà avec cette première grande partie sur le rire en tant que tel. C'est quoi le rire? Ah, je vous entends moins là déjà. Hein, fais-moi les malins déjà. Alors, pour décortiquer un peu ça et comprendre vraiment dans cette première partie qu'est-ce qu'on entend par le rire, je vous ai trouvé une définition scientifique du rire, qui a été publiée dans la revue médicale suisse en novembre 2008. Donc les scientifiques suisses ne sont pas réputés pour leur humour, je vous le dis tout de suite. C'est une définition de scientifique, donc accrochez-vous, ceux qui n'ont pas fait la sieste avant de venir, c'est le moment de boire un café. Vous êtes prêts? Le rire est un comportement expressif, relativement stéréotypé, qui se caractérise par des mouvements saccadés expiratoires,
de phonation inarticulée, mouvement qui ainsi, en première ligne, intéresse la musculature respiratoire intercostale externe, le larynx et, pour la mimique qui l'accompagne, les muscles de la face. On n'est pas beaucoup avancé, hein, on va pas se mentir. C'est un peu léger, alors on embrasse nos amis de Zurich, mais bon, on n'a pas beaucoup avancé avec cette définition physiologique du rire. Par contre, on comprend au moins une chose qui est importante pour comprendre ce qu'est le rire. On comprend que le rire répond forcément à des stimuli externes. On ne peut pas rire tout seul. J'ai entendu un rire quelque part, c'est très effrayant. Par exemple. Madame au premier rang, vous l'encadrez s'il vous plaît. Le rire, on a toujours besoin d'un stimuli externe. Ça peut être une autre personne autour d'un verre au bar, ça peut être une vidéo YouTube, excellente vidéo d'un mec en chemise bleue, bon bref. On a toujours besoin d'un stimuli externe pour rire. Donc déjà, ça nous avance un petit peu là-dessus, ça nous avance sur le rôle social du rire. Parce que l'homme qui rit tout seul, sans aucune raison, c'est effrayant. Il y a eu le film, il n'y a pas longtemps, le film Joker de Todd Phillips, que vous avez peut-être vu avec Joaquin Phoenix, qui a été traduit comment ici? Je sais que vous traduisez les films. Joker, voilà, vous n'avez pas fait chier, c'est bien. Ça valait le coup pour Fast and Furious de nous faire rapide et furieux, voilà, Joker, impeccable. Donc l'histoire de ce film, donc pour vous le raconter rapidement, c'est le Joker dans Batman, personnage antagoniste de Batman, qui est un personnage un petit peu fou, et il y a une scène très troublante dans le film, où il est dans un bus, il y a plusieurs autres passagers, et Joaquin Phoenix, qui joue le Joker, se met à rire seul, d'un rire strident, très expressif, et la scène est vraiment dérangeante, parce qu'on comprend que quelqu'un qui rit seul, sans aucune raison dans un bus, c'est comme Garou qui chante de l'opéra. Ça fait peur, ça fait peur. Donc là-dessus on avance, on comprend qu'il y a une définition physiologique du rire, il y a un rôle social, mais il faut creuser un petit peu ce rôle social du rire, pour comprendre vraiment de quoi on parle. Alors pour ça, on va aller voir ce que nous a dit un philosophe français qui s'appelait Henri Bergson, qui est plus de ce monde aujourd'hui, qui a écrit un livre en 1900, qu'il a intitulé Le rire, qui s'est pas fait chier non plus sur le titre, et Henri Bergson a creusé encore un peu plus loin le rôle du rire dans la sphère sociale. Et il nous donne déjà un premier élément très important, c'est qu'il nous dit « il n'y a pas de comique en dehors de ce qui est proprement humain ». Alors là, comme ça, bon, pareil, ça ne nous avance pas énormément la choucroute, mais on comprend que le rire, c'est une fonction humaine. Il n'y a personne d'autre qui rigole. Alors chez les animaux, on peut dire qu'il y a le rire de la hyène. Ça, c'est vrai. D'accord, ce qui se rapproche plus ou moins du dernier album de Céline Dion. Chacun ses goûts. Le rire de la hyène, on a envie de dire, elle rigole la hyène, son cri ressemble au rire humain. Mais si on dit que la hyène rigole, c'est parce que précisément ça ressemble à ce comportement humain. Mais le rire est une fonction proprement humaine. On n'a pas d'autre exemple dans la nature d'une espèce qui rit. Donc on avance, là encore, on comprend que structurellement, l'être humain est le seul individu qui est capable de ça. On en est capable, on est fabriqué comme ça. C'est pas mal, on se rend compte que déjà c'est pas une fonction secondaire le rire. On est tous équipés pour ça. Alors, on continue à creuser un petit peu dans ce que nous dit Henri Bergson, pareil, hein, c'est un philosophe, hein, donc c'est pas le rigolo de l'équipe non plus, mais il nous dit des choses intéressantes. Par exemple, le rire s'adresse à l'intelligence pure. C'est une phrase qui est restée célèbre de Bergson, et qui nous enseigne une chose, c'est qu'au moment où on rigole, il n'y a pas d'émotion. Le rire est dénué de toute forme d'émotion. Par exemple, là je marche un peu, je pourrais me prendre les pieds dans le fil du micro, je tombe, normalement il y a des gens qui vont rire. Le stimuli externe va vous faire rire. Tout de suite, on ne pense pas que je me suis peut-être brisé le genou. C'est précisément ce que veut nous dire Bergson, c'est que quand on rigole, il n'y a pas la place pour l'émotion. Alors, pour la petite parenthèse, c'est le problème qu'on rencontre dans nos sociétés contemporaines, où maintenant on veut nous expliquer de qui il faut rire, comment il faut rire, de quelle manière, il ne faut pas rire de tel groupe de personnes. Précisément, on fait rentrer l'émotion dans le rire, ce qui est tout l'inverse de ce pourquoi cette affaire est prévue. Mais là encore, c'est un enseignement intéressant d'Henri Bergson. Le rire est proprement humain, ça s'adresse à l'intelligence pure, il n'y a pas la place pour l'émotion. Après, il y a quelques
quelques parenthèses, on connaît par exemple le registre de l'humour noir, hein, cet humour qui va aller justement se moquer des personnes handicapées, des malades, des sujets très rudes, cette forme d'humour qui va aller comme ça sur la limite, sur la ligne rouge du moment où en fait on ne peut plus rire. L'humour noir c'est très spécifique, mais c'est vraiment ce qui nous fait comprendre que l'humour ça ne passe pas aux émotions. En France, je pense par exemple à des gens comme Jérémy Ferrari ou Laura Lone. Je ne sais pas si au Québec vous avez des humoristes qui sont connus pour ce registre. Mike Ward. Qui? Mike Ward. Voilà, ben on l'embrasse, on le salue. Effectivement. Non? On l'embrasse pas. Merde, j'ai lancé un débat, alors attends. Que tout le monde garde son sang-froid. On n'est pas en France, on va pas commencer à s'engueuler, hein, s'il vous plaît. Donc, c'est un registre d'humour qui est connu pour ça, pour aller flirter avec la limite, parce que précisément, on ne s'embarrasse pas de l'émotion. On est vraiment sur le gag, la blague, la joke. Oui. Donc on commence à être pas mal. On commence à être pas mal, on a une définition physiologique du rire, on comprend la fonction sociale, on comprend à peu près à quoi ça sert et comment ça se déclenche. Et il y a une troisième fonction très importante du rire, et là on va aller sur une phrase très complexe que je vais vous dire, on a toujours rigolé. Je me suis pas foulé la cheville pour vous la sortir celle-là, je ne vais pas vous mentir, mais c'est vrai. Quand on regarde dans le rétroviseur, on a toujours rigolé. Dans les pages les plus sombres de l'histoire, il y a des gens qui ont rigolé. Et quand je dis pages les plus sombres, je dis pas que ce qu'on vit c'est rien, mais on a rigolé dans les camps de concentration. On a des figures comme ça, quand on accepte de regarder dans l'histoire, on a des figures qui nous montrent que des gens avant nous ont vécu ce que l'histoire peut réserver de pire, et on a trouvé la force de rigoler. J'ai quelques exemples, par exemple un que j'aime beaucoup, pendant la Première Guerre mondiale, donc en Europe, les Français avaient envoyé des soldats, et c'était bon, les premiers recours militaires aux bombes de gros calibre, qui faisaient des dégâts monstrueux dans les rangs, et on a eu en France des soldats qu'on avait envoyés dans ce qui était d'ailleurs l'ancêtre de la chirurgie esthétique, qu'on avait surnommé les gueules cassées. Soldats qui avaient été lourdement blessés au front, certains il manquait un bout du museau, enfin il manquait plein de pièces du puzzle, c'était Monsieur Patate, quoi. À ce moment-là, c'était les premiers pas de la chirurgie esthétique, et il y a un hôpital à Paris qui est resté célèbre pour avoir accueilli beaucoup de soldats qu'on appelait les gueules cassées. Et il y a des soldats, quelques-uns, qui se sont réunis, et ils se sont dit en 1917, on va lancer un journal. Écrit, réalisé, composé par des gueules cassées. Vous savez comment ils l'ont appelé ce journal? La greffe générale. Et les mecs avaient connu les tranchées. Ils avaient connu des bombes terribles, des conditions qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Et ils ont trouvé le moyen de rigoler. On a eu, sur la Seconde Guerre mondiale, le film, par exemple, La vie est belle, avec Roberto Benigni. Formidable. Voilà, là, j'ai un public de cinéphiles. Ça fait plaisir. Voilà. On a eu, toujours sur la Seconde Guerre mondiale, on a eu Le Dictateur, avec Chaplin, par exemple. Qui est un autre exemple de dérision d'un dictateur, littéralement, où on a moqué Hitler. On a tourné Hitler en dérision. On a tourné ce que le XXe siècle a connu de pire, à savoir la Seconde Guerre mondiale. Il y a un autre exemple, un peu plus récent, c'est le témoignage d'un Géorgien qui s'appelle Levan Berzenishvili. Je ne sais pas s'il y a des Géorgiens dans la salle, mais notez la prononciation quand même. Qui lui a été fait prisonnier politique et a été envoyé au Goulag en 1983. Là encore, le Goulag, c'est pas le Club Med. On est dans ce qu'on a pu connaître de pire en termes de répression politique. Et ce monsieur a laissé un entretien derrière lui qui est resté célèbre, qui encore aujourd'hui est disponible dans certains ouvrages, qui est cité assez souvent. Et il déclarait « C'est impossible de rester vivant au Goulag sans le sens de l'humour. » C'est quand même dingue. On parle véritablement du Goulag. Il avait une autre phrase où il disait, pour évoquer les relations avec ses compagnons de détention, il disait « Au Goulag, ces gens étaient très ouverts car ils n'avaient rien à cacher, étant donné qu'ils étaient déjà arrêtés. » C'est-à-dire, même dans le pire, quand on vous enlève tout, on vous enlève votre liberté de penser, on vous enlève votre liberté d'action, on vous enlève votre liberté d'agir, et bien à ce moment-là, il y a des gens qui vont trouver de la légèreté, de la fraternité, de l'humour. C'est assez fou, c'est même difficile à imaginer quand on pense à ces pages de l'histoire. Donc, si je vous dis ça, les amis, c'est pas pour nous mettre une claque sur l'épaule et dire bon, avec nos histoires de Covid-19, d'état profond, de guerre un peu partout, on est bien sympa, mais c'est moins grave que ce que nos anciens ont connu, on n'a pas le droit de se plaindre. Au contraire, c'est pas du tout ce que je vous dis. On a le droit de se plaindre, parce que ce qu'on vit est grave. Ce qu'on a traversé est grave. Je pense par exemple au Covid,
la période du Covid-19, on a tous perdu des proches, que ce soit malheureusement des gens qui sont décédés à cause de tout ça, il y a des groupes d'amis qui ont éclaté, des couples, on a tous connu des situations profondément graves. Donc, ce regard dans le rétroviseur, je ne le fais pas pour vous dire « c'est bon, on s'en fout, ce que vous avez vécu, c'est ridicule ». Au contraire, assumons ce qu'on a vécu, soyons fiers de ce qu'on fait aujourd'hui, de se réunir, parce qu'il faut une force de courage, il faut une force de caractère d'être toujours là, d'accepter d'aller se réunir dans une salle sous 75 degrés, avec des gens qu'on ne connaît pas, et de faire lien, de faire humanité, de partager quelque chose. Vous pouvez être fiers de vous, c'est vraiment extraordinaire. Si je vous dis ça, de regarder dans le rétroviseur, c'est parce que ça nous pousse à l'humilité. On se dit, oui, c'est grave ce qu'on a vécu, c'est grave, c'est vrai. D'autres ont vécu des choses graves, c'est vrai, et l'humour les a aidés. C'est peut-être qu'on a une piste. Si l'humour a marché pour des gens avant nous dans des situations terribles, s'ils s'en sont sortis aussi grâce à ça, c'est qu'on a une carte à jouer là. On serait bête de se priver de ça. Si ça a marché pour d'autres, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour nous. Donc, pour revenir justement à la situation actuelle, en quoi l'humour peut nous aider aujourd'hui et demain dans ce qui nous attend? Parce que je ne vais pas vous faire une conférence que sur le rire, évidemment. On va faire 1h30 à l'écrire en latin, en grec. Bon, vous avez compris l'idée. Excusez-moi, je m'hydrate parce que c'est ça d'être gaulé comme un cactus. Ça n'a pas que des avantages esthétiques. Je vous remercie pour ce rire. C'est la rire qui blesse. En même temps, je me découvre la gastronomie québécoise, comment vous voulez que je perde du poids? Vous êtes sympa. C'est pas avec la poutine que je pars sur un projet minceur, hein, je vous le dis. Non, mais c'est bon. Je vous avoue un truc, j'ai pas encore goûté. Je savais que j'allais me faire taper, je le savais. Non mais j'étais à Montréal, j'attendais d'être à Québec pour goûter la meilleure du pays. Ashton. C'est génial parce que d'une conférence très sérieuse, on passe sur un débat sur la poutine, c'est extraordinaire. La chicane est pognée, comme on dit. Je lancerai le débat à la fin, calmez-vous s'il vous plaît. Que tout le monde garde son sang-froid. On lancera ce débat sérieux et épineux plus tard. Et c'est moi dans mes délires pour l'instant. Je sens que j'ai touché un point sensible. Je me fais chier à faire un truc sur le rire et la poutine, ça énerve tout le monde. C'est dingue. Alors, s'il vous plaît, on reprend ses esprits, on parlera patate après. Sur le monde actuel, quand on parle de dépeindre un peu tout ce qui se passe, les raisons pour lesquelles on devrait rire, c'est vrai que le tableau, il n'est pas joli. On va pas se mentir, on a parlé du Covid-19, on peut parler du contexte géopolitique. C'est assez terrible, hein, l'ardoise n'est pas très belle là encore. On peut parler de politique, qu'elle soit canadienne, québécoise, française, et bien d'autres pays. Globalement en Occident, le contexte est loin d'être reposant. Donc, il y a des raisons de se dire, ouais, on vit dans un monde qui est vraiment pas agréable. Il y a des raisons de se dire, on a plutôt intérêt à baisser les bras, rester chez nous, faire ce qu'il faut pour avoir à manger, se divertir un petit peu, et puis vogue la galère, et puis voilà, on se protège nous, et puis on dépasse pas tout ça, on va pas essayer de chercher un peu de bonheur, un peu de raison de sourire et de rire, justement. Et bien face à tout ça, face au tableau actuel, on a deux chemins qui s'offrent à nous. Je suis un petit peu randonneur, je vous ai pris une métaphore de randonnée pédestre, vous allez voir. Alors, quand je dis nous, je parle de gens, les gens que vous êtes, c'est-à-dire des gens qui ont accepté de rester droits, courageux, déterminés, comme je vous disais, qui acceptent de se déplacer, de se confronter à d'autres idées qui sont peut-être pas les leurs, de se confronter à d'autres personnes qui pensent peut-être pas comme vous, des gens qui acceptent de faire cet effort-là. Quand je vous dis que vous pouvez être fiers de vous, c'est pas un discours motivationnel à dessous, hein. C'est vrai, c'est vrai. Après ce qu'on a vécu avec le Covid, d'avoir cette force de continuer à réfléchir sur notre société, alors qu'on voit bien qu'on a envie de se dire que tout est perdu, hein, globalement. Eh ben non, on met de l'énergie, on met de la motivation, on met de l'envie à se dire qu'un autre futur est possible. Si on s'engage, si on fait quelque chose, on peut améliorer les choses. Donc, quand je parle de ces deux chemins, je les propose à des citoyens comme vous. Parce qu'on a aussi d'autres citoyens qui, eux, pour le coup, ont baissé les bras, qui se sont peut-être réduits à un rôle de tube digestif, hein, plus ou moins. On mange, on consomme, et puis voilà, on fait ce qu'on nous dit, et ça ira très très bien. Puis au moins, on n'est pas embêté, quoi. On l'a tous entendu, cette phrase, hein, au moins, bon, bah, je fais ce qu'on me dit. Voilà. Je fais ce qu'on m'a dit de faire. Bon. Donc pour les gens motivés, pour vous, pour nous tous, il y a deux chemins. Le premier, c'est la passivité faussement engagée. On est bien conscient qu'il n'y a plus un boulon qui tient, on est bien conscient que notre système est plus ou moins pourri de l'intérieur, on est bien conscient que le combat qui nous attend va être rude, mais bon, tant pis.
tant pis, on met quelques posts Facebook pour dénoncer 2-3 trucs, des commentaires YouTube pour se sentir un peu Jean Moulin le mercredi après-midi, mais ça va pas plus loin. Voilà. C'est la conscience passive. Le deuxième chemin, c'est le même. À une différence près, c'est que je parlerai plutôt de conscience heureuse. On fait le même constat, tout pareil, le même constat qui est déprimant au possible, mais on se dit, bah, à choisir, je vais aller chercher ce qu'il y a de positif dans tout ça. Je vais aller chercher des moteurs qui vont me rendre heureux, qui vont m'aider à surmonter ça en gardant le sourire, en gardant la banane, en gardant la motivation et de l'énergie. Ils ne sont pas très différents, ces chemins. C'est juste qu'il y a des gens qui vont se dire, tant pis, je vais faire le minimum. Je vais faire le minimum, et il y a ceux qui vont se dire, bah non, j'ai envie de me garantir les meilleures conditions possibles. De garder des raisons d'avancer, des raisons d'être heureux. Donc ce deuxième chemin de la conscience heureuse, je pense que c'est celui qui nous est rendu possible d'abord par le rire. Il y a évidemment d'autres moyens de l'atteindre, mais quand je dis d'abord par le rire, c'est cette capacité à voir ce qu'on voit. C'est une phrase d'un philosophe français du 18e, j'aime bien, qui a dit « Le plus dur est de voir ce qu'on voit ». Alors là encore, sur le papier, il ne s'est pas foulé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voir ce qu'on voit, c'est... Parfois, les médias nous racontent des trucs, on se dit, tiens, tel politicien, il a fait une déclaration, c'est marrant, on dirait qu'il a dit une connerie. Et bien parfois, c'est juste qu'il a dit une connerie. C'est juste ça. Vous voyez, Emmanuel Macron, par exemple, ils nous l'ont vendu en 2017. Attends, j'ai rien dit. Ils nous ont parlé du Mozart de l'économie. 1000 milliards de dettes en 7 ans. Alors de Mozart, il en a retenu que la flûte enchantée. On va pas mentir. Et tu vois, on sait que c'est de la propagande. Mais t'as les gens qui vont se dire, bon, Mozart d'Élysée, c'est une formule comme les autres, pourquoi pas. Et puis t'as ceux qui vont accepter de voir ce qu'ils voient. Et de dire, non, c'est une connerie, on s'est foutu de notre gueule. Hein. Autre exemple, Joe Biden. Joe Biden, j'ai rien contre les fantômes, mais de là à leur serrer la main, il y a des limites. Et il y a des centaines de journalistes qui t'ont dit, si, lui, il est comme ça, pleine forme. Il peut gérer les États-Unis d'Amérique. Voir ce qu'on voit, c'est juste de dire, une personne âgée qui commence à perdre ses moyens, ça existe. Avec Joe Biden, c'est ce qu'on a vu. Tu vois. On va pas se raconter d'histoire, on va pas s'hypnotiser nous-mêmes. Et c'est ça véritablement que j'appelle cette conscience heureuse, de voir les choses pour ce qu'elles sont. Et de ne pas avoir peur de ne pas se raconter d'histoire. De ne pas contribuer à l'hypnose collective en se disant « Si, Justin Trudeau, il a l'air crédible, il a l'air intelligent. Déjà, il a une cravate, donc ça doit jouer. Bon, bah, il est nul, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Parce que cette force du rire, on pourrait se dire, ça sert à rien. C'est vrai, on a envie de se dire, ça sert à rien. On pourrait me dire, Rémi, t'es bien mignon, et je vous remercie. Mais tout ce que je vous dis là, au fond, c'est pas ce qui va faire tomber l'état profond. Je peux pas vous mentir non plus, je vous dois l'honnêteté, chers amis. Je vous propose toutes ces réflexions-là, mais à la fin, je vais pas vous vendre mon guide de recettes pour faire tomber l'état profond. Il faut être lucide aussi. Le rire, c'est la première pierre qui peut nous tenir ensemble, motivés, déterminés. Mais là où je pense quand même que, autant le rire n'est pas le bout de l'aventure, qu'il en est que le début, mais là où je pense que c'est une vraie force que nous avons entre les mains, c'est que ce rire fait peur au pouvoir. Tout pouvoir totalitaire qui s'installe, il fait la chasse à quoi d'abord? À la culture. Et donc au rire, au divertissement, à la parodie, à la satire, ils ont peur de ça. Et même dans les figures historiques où le rire a été autorisé, Molière, absolument. Mais même Molière, c'est ce que j'allais vous dire, ça a toujours été encadré. Molière a été censuré. Il y a eu des pièces qu'il n'a pas pu jouer. Il y a un autre exemple que je voulais vous prendre, c'est l'exemple du bouffon du roi de François Ier. Un bouffon du roi chez les rois de France, c'est l'équivalent d'un Premier ministre, si vous voulez. Plus ou moins. Pas mal. Plus ou moins. J'ai mon arbitre des blagues au premier rang, il me fait pas mal. Pas mal. Les Français, hein. Des Français, compatriotes. Oh là là, il est français. Bon, je vais pas le faire huer parce que ce serait contre-productif, mais... Ah, j'ai connu le Québécois, donc là, attention. Hein. Donc, ce bouffon du roi de François Ier, je vous raconte la petite histoire, hein, c'était au XVIe siècle, il s'appelait Triboulet.
Et Triboulet, c'était le bouffon du roi, comme on connaît. L'idée du bouffon du roi, c'est celui qui avait le pouvoir de faire rire le roi, de se moquer du roi. Il pouvait, mais il pouvait dans une certaine limite. Et c'est ce qui s'est passé pour le pauvre Triboulet, c'est qu'un jour, il a eu la mauvaise idée de faire une blague devant la cour concernant une aventure intime de François Ier. Et les aventures intimes de François Ier, il y en a eu une collection. Hein. Et là, le bouffon du roi a eu la mauvaise idée de faire la blague de trop. Et François Ier, qui pourtant avait un bouffon du roi, on pouvait dire, le rire est autorisé, vous voyez. Et il est autorisé dans certaines limites. Et François Ier a dit à son bouffon, je vais te tuer, mais je te laisse le choix de choisir la méthode. Sympa, François. Sympa. Et Triboulet a eu cette phrase donc, qui est restée célèbre, d'où la petite anecdote. Il lui a répondu « Je souhaite mourir de vieillesse ». Pas mal, pas mal. Et finalement, François Ier a respecté la chose. Alors, il l'a enlevé de son poste de bouffon du roi, mais il ne l'a pas tué. Donc, il a respecté. L'histoire est restée célèbre par rapport à ça. Donc, cette anecdote, elle nous montre une chose. Elle nous montre que le rire, on a beau dire, on a beau faire, mais même dans des pays comme nous, où règne la liberté d'expression. C'est la meilleure blague de la conférence. J'ai pas mis en stock, je vous le dis. Même dans nos pays, la liberté d'expression, elle est encadrée. On est libre d'obéir, comme le veut la petite formule. Et donc, ce qui est intéressant, pour continuer à creuser et voir pourquoi le rire est véritablement l'arme du peuple, c'est que non seulement ça fait peur au pouvoir, et qu'ils ont besoin de l'encadrer et de le censurer, et qu'en plus, il y a une forme de monopole qui s'installe. Parce que vous croyez que nos puissants ne rient pas, eux? Qu'ils se moquent pas de nous de temps à autre? Max Weber parlait de la démocratie comme le monopole de la violence légitime, mais il y a un monopole du rire. Nos puissants veulent garder le monopole du rire. Il y a un rire autorisé. On voit dans le stand-up, par exemple, c'est bien aujourd'hui de faire des blagues un peu woke, LGBT, des choses comme ça. Par contre, il y a d'autres domaines d'humour où il ne faut pas aller. Il y a un vrai monopole du rire. Et à mon avis, ils doivent passer de belles journées à faire ça, notamment quand ils ont établi les mesures Covid. À mon avis, ils avaient une sorte de grande roue, tu sais. Ils étaient tous ensemble. Ils ont tiré la roue. Alors, pour sortir de chez eux, 1 kilomètre. Allez, deuxième condition. 1 heure. Pour promener le chien. Voilà. Et à mon avis, ils ont fait la roue de la fortune de ce genre de choses. Ils doivent bien se marrer, eux. Alors ce serait quand même con que nous, on s'en prive, volontairement, de cet outil. Cet outil qui leur fait peur. Donc, pour commencer et continuer à creuser, les amis, dans cette troisième grande partie, de voir pourquoi le rire est l'arme que nous avons à disposition, et qu'elle est crédible, qu'elle est sérieuse, cette arme. On va revenir à notre ami Henri Bergson, du début, pour ceux qui ont suivi, qui avait un petit passage que je vais vous lire là-dessus, pour expliquer le rôle profond du rire par rapport à nos puissants. Pourquoi ça leur fait peur, concrètement? Et Henri Bergson nous parle, concernant l'humour, d'une perspective, d'une humiliation qui, pour être légère, n'en est pas moins redoutée. C'est que la figure du rire, c'est ça, c'est toujours une humiliation. Alors, il y a l'objet humilié, parfois volontaire. Quand je fais des blagues devant vous, personne ne m'a forcé, tout va très bien. Il peut y avoir l'humiliation involontaire, quand on va se moquer de quelqu'un ou de rire de quelqu'un. Ça peut être bienveillant, mais il y a toujours un objet humilié, un objet humiliant dans le monde. Mais si on revient par rapport à nos puissants, c'est là que ça devient intéressant. C'est que ces gens-là ne supportent pas être humiliés. Il faut qu'on y croie pour que ça fonctionne. Et sauf que, à partir du moment où on n'y croit plus, tout s'effondre. On peut parler d'apparat. Vous savez, l'apparat du roi, on parlait du roi de France tout à l'heure, il arrive avec ses carrosses dorées, sa perruque d'1,50 m. Si t'enlèves l'apparat, Louis XVI, c'est un vieux mec qui perd ses dents. Hein. Ça vaut pas mieux qu'un paysan du fin fond de la France au XVIe siècle. Et là, c'est pareil. Admettons, François Legault arrive. Déjà, les gens rigolent. Bon. Mais admettons, il arrive, il se met là, il me pousse, dehors le gueux, et il fait un beau discours. Vous savez, comme ils savent faire. Hein. Il fait un beau discours avec des belles phrases pour annoncer plein de nouvelles mesures, super pour vos libertés, super pour vous. Voilà. Attends, il n'est pas arrivé encore. Mais imaginez, il est là, il y a ses gardes du corps, il y a les caméras, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on croie à la figure du pouvoir. Et là, tout le monde se met à rire. Tout le monde se fout de sa gueule. Ah ouais. Vous imaginez la puissance du truc?
Alors moi, j'ai pas encore la chance d'avoir des enfants, mais je suis sûr qu'il y a des parents dans cette salle qui ont connu ça. Quand tu veux un peu réprimander ton gosse qui a fait une bêtise, ton enfant, pardon. Voilà, je sais que si gosse, ça n'a rien à voir. J'avais bossé. Alors tu me diras, c'est l'étape d'avant. Hein. Voilà, mais bon, c'est pas le sujet. Quand tu veux réprimander ton enfant et qu'il se met à rire, ah, t'es bien embêté là. Parce que l'autorité, tu te la ranges dans la poche, quoi. Elle est finie. Et donc pour le pouvoir, c'est pareil. Si on apprend à utiliser le rire comme un moyen d'humiliation retourné, ça commence à changer les choses. Je vous l'ai dit, c'est pas ça qui fera tomber nos puissants, qu'on soit bien d'accord. Mais ça commence à changer les choses. Dans des assemblées politiques, si on commence à rire, ça renverse la table. Pendant les représentations médiatiques où ils annonçaient les mesures du Covid, là, ici, vous avez quoi, la glace lors des rapports sexuels, là, la glace en plastique, là, je sais pas quoi, là. Plexiglas, c'était quoi? Plexiglas. Le plexiglas, il fallait mettre, je sais pas quoi, dans les mesures absurdes, là. Glory Hole. Alors, j'ai vu des films, ça n'avait rien à voir. Non, ils m'ont rappelé comme ça. Dans le paquet pour faire les relations sexuelles. Non. Mais officiellement, ils vous ont proposé de faire ça? Oui. Canada anglais plutôt. Ah ouais, vous étiez chaud au Québec, hein? Wow. Ah ouais, quand même. Non, parce qu'en France, nous, on a eu un truc, c'est beaucoup moins sensuel, cette histoire. Ah ouais, c'est pas mal. Nous, on a eu l'équivalent masturbatoire, c'était l'auto-attestation. Vous en avez entendu parler en France? Nos gouvernants nous ont dit, pour sortir pendant le confinement, fallait se signer un papier pour autoriser soi-même à sortir. Ah oui, ça c'est... Donc avec votre gloriole, vous êtes des petits joueurs, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Vous autorisiez plutôt à rentrer, du coup, mais bon bref. Tu le laisses à l'intérieur pour preuve. Attends, on a un spécialiste, il me donne tous les détails. Attends. Non mais, sur tout ça, on en rigole, mais parce que c'est profondément rigolo. Quand je vous disais, voir ce qu'on voit, on est là-dedans. Et imaginez quand ils ont annoncé les mesures, si tous les journalistes s'étaient mis à rire. Ils faisaient le job. Mais c'était fini. En fait, c'était fini. L'histoire, elle était finie. Si les gens avaient rigolé en direct, tout le monde aurait vu l'aspect comique de ce qu'ils nous proposaient de faire. Et donc l'histoire aurait été différente, et j'en suis persuadé, vraiment persuadé. Alors, à tout ça, et pour arriver petit à petit à la conclusion, les amis, sur tout ce que je vous dis là, il y a forcément des contre-arguments. C'est pas parfait mon raisonnement, ça se saurait. Et il y a parfois des gens qui vont dire « Ouais mais Rémi, t'es sympa, mais déjà ça change rien de rire. Et puis, ça prouve qu'on n'a pas de poids sur les événements. Si on est tous là à rire comme ça, on change rien, c'est vrai. Mais je vais divulgacher l'histoire, comme vous dites ici. Même si vous vous énervez, que vous êtes tout rouge, que vous avez envie de faire la bagarre, ça ne va rien changer non plus. C'est ce que je vous dis. L'état profond, évidemment, qu'ils sont plus forts. Nous, ce qu'on peut faire, c'est à notre échelle. Et ça nous ramène à un courant philosophique que j'aime beaucoup, qui est le courant du stoïcisme. Donc ça nous remonte à la Rome antique. Brigitte Macron avait 22 ans. Ou Jean-Michel, c'est pas le sujet, calmez-vous. Parce que là, la Poutine et Jean-Michel, je crois qu'on va pas s'en sortir. Chaque frite en son temps. Ce courant de philosophie, notamment un de ses plus grands représentants était un certain Marc Aurèle, qui était connu pour être l'empereur philosophe, comme on l'appelait. Et il a eu une phrase qui est restée célèbre, et il disait « Ce qui dépend de nous, c'est d'accepter ce qui ne dépend pas de nous ». Et cette phrase, je l'aime beaucoup par rapport à tout ce qu'on se dit là. Parce qu'au fond, on a deux choix, mes fameux deux chemins dont je vous parlais. On peut rire, accepter le bonheur, aller chercher ce bonheur-là, en étant conscient que ça ne changera rien. Et on peut être tout à fait dépressif, en étant conscient que ça ne changera rien. Et là, libre à chacun de choisir. Vous avez un libre arbitre, vous avez du cerveau, chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, je préfère le chemin qui me mène à être conscient de ce qui se passe, mais d'aller chercher le bonheur à mon échelle, autour de moi, dans les gens qui me sont proches, dans les relations que je fais, les relations que je vais avoir. Parce qu'au moins, à mon échelle, j'ai une raison d'avancer. J'ai une raison d'aller chercher tout ça. Donc ces fameux deux chemins, ils se posent de manière encore un peu plus claire. Une autre raison, et là, on a des spécialistes, on a des médecins dans la salle qui appuieront mon discours, mais on a aussi le fait que l'acte même de rire libère dans notre corps tout un tas de bonnes choses, dont des endorphines, surnommées les hormones du bonheur. On va quand même pas s'en priver, quand même, on serait con.
Et surtout que ça a des effets positifs sur le sommeil, contre la dépression, sur plein de choses. Donc, quand je vous disais qu'on était équipé pour rire, c'est pas des niaiseries. Terme technique québécois. Alors, on arrive gentiment à la fin de ce que je voulais vous dire, les amis. Et quand je vous parle de ce rire comme premier moyen de résistance, qui amène vers d'autres formes de résistance, évidemment. Quand je vous parle de ce rire-là, j'aime beaucoup la notion du rire. De se dire, le rire est à venir. Ça tombe bien, c'est le thème de la conférence. Mais surtout parce que c'est l'inverse du projet mortifère qu'on a sous les yeux. Vous avez vu, pendant le Covid, c'est comme au poker. Ils ont joué, on voyait leur jeu. Ils ont dévoilé toutes leurs cartes. Pour appliquer les mesures Covid, il fallait des citoyens isolés. On les a confinés. On nous a confinés. Il fallait des citoyens malheureux. Sans raison d'aller dans des lieux de loisirs, par exemple des cinémas, des théâtres. Vous ne pouvez plus sortir se promener dans la forêt. Il fallait couper les sources de bonheur. Et la troisième chose, c'est qu'il fallait des citoyens effrayés. Dans le cercle vicieux, comme ça, de la peur. Tous les jours, on avait des politiciens qui arrivaient, là il y a 12 morts, il va falloir se mettre un masque sur le front, faire ci, faire ça. On a fait peur aux gens. Donc, les trois moteurs de leur système mortifère, on les connaît. Il faut des gens isolés, malheureux et effrayés. Le rire, c'est tout l'inverse. Comme je vous l'ai dit, pour rire, il faut être plusieurs. Pas le choix. Pour rire, il faut être dans une disposition qui nous pousse à rire. Donc, il faut accepter les conditions du bonheur autour de nous, pour accepter de rire. Et surtout, rire, ça nous fait du bien. Ça nous rend heureux, ça nous sort de la peur, parce qu'il y a beaucoup de peurs qui existent à partir du moment où on accepte de les considérer comme une peur. Ça aide à réfléchir aussi. Absolument. Les mesures Covid, elles faisaient peur parce qu'on a oublié d'en rire. Ah, ça c'est bon. Mais le masque qui devient inutile le lundi et 2 semaines après indispensable, sinon on va tuer mamie. Je suis pas médecin, mais on nous a pris pour des bœufs. En haut ça marche, mais en bas ça marche pas. Absolument. Donc, c'est aussi ça. La peur existe parce qu'on accepte de la considérer comme de la peur. Et à partir du moment où on change son regard, où on voit ce qu'on voit, on accepte de rire des choses, on change complètement de perspective sur tout. Et on se situe à l'inverse de ce dont ils ont besoin pour continuer à nous dominer. Donc, à partir de là, les amis, comment faire au quotidien pour aller dans cette voie-là? Comme je vous l'ai dit, c'est plus une disposition d'esprit. J'ai pas le guide des 10 astuces à faire pour rire dans la vie. Je vous dis, à part regarder les vidéos de Juste Milieu, peut-être, mais voilà, sans aucune publicité. Au quotidien, comme je vous le dis, c'est, je pense, vraiment une disposition d'esprit. D'accepter de ne pas rajouter de la gravité à la gravité. L'exemple qu'on a peut-être tous connu, et qui est le plus symbolique, c'est le rire à l'enterrement. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Malheureusement, la personne n'est plus là. Alors après, chacun sa religion, on l'accompagne d'une manière ou d'une autre, chacun a son parcours religieux comme il veut. Mais le rire de l'enterrement, c'est la preuve d'un rire qui survient quand de toute façon, ce rire ne change rien. Ça ne fera pas revenir la personne. Ça ne la fera pas plus partir. Donc le rire de l'enterrement, c'est la figure ultime de ce rire qui est là, qu'il faut accueillir et qui fait du bien. Au bout du compte, il fait du bien. On a tous des souvenirs positifs par rapport à ça. Alors, je prends l'exemple volontairement le plus compliqué, mais imaginez au quotidien si tout ce qui se passe, on arrive à faire ce pas de côté. Par exemple, la guerre en Ukraine. Vous avez vu, c'est grave. C'est chaud. Guerre en Ukraine, en plus, ils nous ont mis là, le responsable du rayon chasse, pêche et nature de Sport Expert, Zelensky. Il est en kaki, le gars, il est en kaki. Ils lui ont dit, tu fais la guerre, t'es en kaki. Tu vois. Heureusement qu'il n'est pas responsable d'une plage nudiste, mais bon. Zelensky, c'est quand même quelqu'un, et ce que je vous dis est vrai, hein, s'il y a des fact-checkers dans la salle, ils vérifieront. Zelensky, c'est un humoriste au départ, qui avait fait une séquence qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, où il jouait du piano avec son pénis. Ah oui, quand même. Ah, ça, pour les plus gourmands, je vous montrerai la vidéo. Alors de là à parler de piano à queue, j'entends bien, mais ce monsieur-là, qui est un clown en vérité, on a essayé de nous le faire passer pour Churchill. Et ce que je vous dis là, ça ne change pas la gravité de la guerre, c'est juste un changement de perspective, de voir les choses pour ce qu'elles sont. Donc, sur ça, les amis, je veux vraiment insister sur cette démarche à avoir au quotidien, qui ne peut que apporter du positif, et en plus, qui permet, pour les plus écolos de la salle, qui permet de faire du tri sélectif, dans les groupes humains. Parce que vous avez vu aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ne veulent pas qu'on rie. Ils veulent pas. On peut pas rire.
il y a des sujets où on ne peut pas rire. Par exemple, si tu veux rire de leur parti politique préféré, ou de leur idée, ou de je ne sais quoi, ah non, on peut rire de toi, on peut rire de ça, mais pas ça. Moi, personnellement, ça m'a permis de faire le tri. Les gens qui sont capables de rire des autres, mais pas d'eux-mêmes, c'est pas ceux avec qui j'ai envie de prendre l'apéro, vous voyez? Donc ça permet de faire ce rapport-là, de changer le rapport au quotidien, parce que c'est du positif. Pour finir sur cette petite image, et revenir sur mes histoires de deux chemins, parce qu'il y a beaucoup de dualité là-dedans, au fond, nous sommes tous des chercheurs d'or. Les gens qui ont envie de voir le réel autrement, d'affronter ce qui se passe aujourd'hui et demain. Vous avez le chercheur d'or, vous savez, qui a son tamis, là, dans la rivière. Vous lui mettez une poignée de réel sur le tamis. C'est un peu dégueulasse, il y a de la boue, ça ressemble pas à grand-chose. Mais potentiellement, il y a des pépites d'or à l'intérieur. Au moins des paillettes d'or. Et le premier chercheur d'or, c'est celui qui ne va pas secouer le tamis, qui va se dire, bon, je vais vivre sur le fait qu'il y a peut-être des paillettes d'or. Et nous, ce qu'on peut être, c'est les chercheurs d'or qui s'activent, qui acceptent de se bouger un peu, de secouer le tamis, de faire des efforts, et d'aller au contact de ces pépites d'or, qui vont nous aider au quotidien, qui vont nous aider à voir les choses pour ce qu'elles sont. Donc, à partir de là, je finis sur une question, après tout ce que je vous ai dit, à main levée, Covid-19, Ukraine, Palestine, qui a envie d'en rigoler maintenant? Ah ben voilà, vous voyez, ça commence à marcher. Merci les amis. Merci beaucoup.